serais pas contre. Allez, n'hésitez pas à poser vos questions. Cathy arrive. L'ajout est en cours. Il suffit juste que Cathy accepte de nous rejoindre et on sera bon. Salut Cathy. Salut Alexis. Attends, je vais éteindre la lumière derrière, ça sera mieux. Bon, ça y est, on y est arrivé. Oui, comme quoi les sportifs et l'Internet, c'est... Voilà, mais on est obligé de nous y mettre. Eh ben oui, pas le choix. Voilà, de s'y mettre, pardon. Bon, ma première question, c'est moi qui débute ce live. Comment vas-tu? Eh ben ça va pas mal. Écoute, malgré le contexte actuel, on s'en sort pas mal en handisport. On a eu des autorisations, donc on est plutôt content, on peut continuer à pratiquer. Bon, bah c'est cool ça alors. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos spectateurs pour te Ouais. présenter un peu mieux et puis après on passera aux questions. Eh ben, Cathy Laurent, donc ancienne athlète paralympique en basket en fauteuil roulant. J'ai participé avec l'équipe de France à partir de 2001, avec une grande pause après 2003, et ensuite une reprise en 2010 jusqu'en 2016 à plusieurs championnats, championnats d'Europe, championnats du monde et Jeux paralympiques de Londres et de Rio. Ça va, c'est pas mal. Un petit palmarès sympa. Bon, ce soir, je pense que tu l'as vu sur notre page, ce sera le dernier live. Tu vas clôturer cette série de live. Je vous rappelle qu'on avait invité Alexis Ajassa, Julie Allemand, Laurent Leniam et on terminera donc par Cathy Laurent. Ça me faisait penser au dernier match que tu as fait, qu'on avait Ouais. organisé à Pierre-Latte, Pierre-Latte, ouais. au club de Pierre-Latte d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir de ce match? Ça reste un peu comme un jubilé quand tu as des sportifs qui arrêtent. Ils veulent toujours faire une grande fête avec tous ceux qui leur ont permis d'avoir cette carrière-là. Et tu m'as donné cette opportunité, même si c'était tout de suite après Rio. Après, on savait que mon état physique ne pouvait pas me permettre d'attendre trop, Je crois que l'avion a puisque atterri à Pierre-Latte, il me semble. limite, on était borderline. Non, non, mais c'est vrai que c'était avec ma dernière équipe, c'était avec un adversaire que j'ai côtoyé pendant plus d'une dizaine d'années et avec qui, enfin, il y avait des joueurs que j'affectionnais particulièrement dans cette équipe de Mélan. Donc c'est vrai que ça a marqué en fait une fin, ça m'a permis de mettre fin à une carrière riche, à une carrière très prenante pendant plus de 20 ans. Et j'avoue que quand j'y repense, j'ai un petit pincement au cœur, puisque pour moi, ça a été mon dernier match. Et pour ma famille actuelle, ça a été la première fois qu'ils m'ont vu jouer en live, en plus de Rio. Donc, ça faisait le lien entre ma vie d'avant et puis ma vie de maintenant. Donc, c'était non, très, très intéressant. J'ai rencontré plein de monde lors de cette soirée. Et voilà, j'avais mis un point final de manière joyeuse à 20 ans, 25 ans de carrière. Donc merci. Bah, merci à toi surtout d'avoir accepté que je puisse organiser cet événement, notamment avec toi. J'ai encore mon poster dans ma chambre, hein, tu m'avais dédicacé, je tiens à le C'est dire. bien. On a une personne qui a réagi dans les commentaires qui te fait un gros bisou. Et cette Ouh. personne est à l'origine de notre rencontre. Il s'appelle Florent Milianti. Ah, Flo, Donc on peut lui il- passer un petit coucou. c'est clair. Il manque dans le paysage montilien. Hein. Vous êtes trois là, vous êtes expatriés. Je me sens un peu seule maintenant pour les soirées post-match. Ouais, on va pas en parler en live, mais ouais, c'est vrai que Non. ça manque, c'est vrai. Non, ça manque les échanges qu'on pouvait avoir, que ça soit avec John, que ça soit avec toi, que ça soit avec Flo. C'est vrai que
Vous m'avez aussi beaucoup appuyé les dernières années de ma carrière et ça fait toujours du bien de sentir qu'on est entouré, qu'il y a des gens qui partagent cette même passion de la balle orange et ouais, c'est plaisant. Donc ouais, dans le paysage montilien, vous manquez. Ça fait- Merci à toi. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, du coup, vu que tu as mis un terme à ta carrière? Alors je pensais que la retraite c'était cool, Ouais, que du coup j'allais avoir le temps, que tout le temps que je ne passais pas sur les routes ou à m'entraîner allait pouvoir être tranquillement comblé par des heures de détente, de lecture, d'échange. Alors il y en a, mais beaucoup moins que prévu. Je travaille un peu plus maintenant, hein. Il faut que je rende à la société ce qu'elle m'a donné toutes ces années. Donc j'ai augmenté mon temps de travail. Ça c'est merci à mon employeur. Et puis, j'ai une maison, donc des constructions. Il y a une famille à qui que j'ai délaissée pendant des années. Donc voilà, c'est un juste retour des choses que maintenant je passe un peu plus de temps avec elle. Et puis il y a plein de projets. Je voyage vraiment et je voyage pour me faire plaisir. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que je choisis les destinations maintenant. Alors il faut que je paye mais je choisis mes destinations et ça, c'est un vrai bonus. Donc, non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Très clairement, j'ai même pas le temps de faire trop de sport, même si, comme je le disais au départ, les clubs handisport ont pu continuer leurs activités, contrairement aux autres clubs. Et pour de l'entretien, on va dire plutôt physique, je continue la natation régulièrement, toutes les semaines, voilà. d'accord. Bon, c'est cool ça. Une nouvelle vie qui commence finalement. C'est ça, on me l'avait bien dit, c'est vraiment un changement qui est radical, c'est un changement qui peut faire peur, hein. On m'avait bien conseillé de préparer cette retraite, parce qu'en plus c'était une retraite qui n'était pas forcée, mais qui était vraiment réfléchie, mais qui allait engendrer aussi, une carrière qui avait engendré pas mal de blessures et dont le corps s'en est remis difficilement. Donc ça m'a pris du temps de passer de beaucoup d'activités sportives, beaucoup d'investissements dans le basket à plus rien du jour au lendemain avec une convalescence longue de 4 mois après l'opération de l'épaule. Bien sûr. Et tout ça, psychologiquement, c'est pas simple à encaisser, surtout si on le prépare pas. Donc le fait de l'avoir préparé en amont, le fait d'avoir été bien entouré aussi par la suite, ça a forcément aidé. Mais quoi qu'il arrive, j'ai un corps qui n'est plus compatible avec une pratique de haut niveau, quoi. Et c'est pas plus mal. On va, on va commencer un petit peu les questions, ça commence à arriver. Alors Ouais. déjà, il y a Aurélie qui nous dit bonjour Alexis et Cathy, merci pour cet échange qui ne fait que commencer. Ensuite, on a une question de Thiago, joueur U15 au club de Gap. Mmh. Euh, Comment avez-vous découvert l'handi basket et à quel âge? Alors, il ne s'adresse pas à nous deux, il te vous voit, hein, je tiens à le préciser. Waouh, je me sens vieille d'un coup. Alors j'ai connu les sports handi et les sports paralympiques très très jeunes, puisque en 1990, Saint-Étienne a été la ville qui a accueilli les Jeux mondiaux. À l'époque, c'était les Jeux mondiaux et donc j'ai eu la chance de voir différentes disciplines handisport. Toutes n'y étaient pas, et notamment le basket avec une équipe féminine anglaise qui était sur le coin. Et ensuite, pendant, je dirais, toute ma scolarité, j'ai gardé en tête le fait que on pouvait faire du sport même si on était handicapé et que, en tant que sportive, moi, c'était un milieu qui m'intéressait, qui m'intriguait, mais qui m'intéressait. Et puis, j'ai découvert par le biais de mes études en STAPS, j'ai fait un stage donc vraiment avec le basket handisport. Ça m'a bien plu et c'est vrai que les joueurs ont été assez taquins et lors du premier rendez-vous, nous ont dit on va pas rester sur le côté là comme ça à nous regarder, donc vous allez vous mettre dans un fauteuil, vous allez essayer. Et à partir du moment où je me suis assis dans ce fauteuil roulant, ça a été une vraie révélation, ça m'a plu. Et puis après, la vie a fait que j'ai eu un accident qui m'a obligée à pratiquer en fauteuil roulant. Donc du coup, c'était une continuité logique par rapport à la découverte. Donc j'ai découvert réellement le basket en fauteuil. Je me suis mis la première fois dans un fauteuil, je devais avoir 18-19 ans. Voilà. D'accord, ok. Euh, moi,
j'avais une question par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu as intégré tout de suite l'équipe de France ou est-ce que tu avais d'abord fait des stages Comment se passent en fait finalement les sélections pour être Alors, en équipe de France? c'est un petit peu particulier parce que moi, quand j'ai commencé réellement à jouer en compétition, j'avais encore ce fameux statut de valide. Et à l'époque, c'était assez mal perçu. C'est-à-dire que le sport handi était pour les handis, le sport valide était pour les valides, et il n'y avait pas d'inclusion ni d'un côté ni de l'autre. Donc quand Ouais, je suis arrivée, j'ai un peu fait bouger les lignes parce que j'ai fini mes études au Canada. Au Canada, ils intégraient dans les équipes des valides parce que bah, les handis n'étaient pas assez nombreux pour constituer sur tout le territoire assez d'équipes. Et donc du coup, moi, quand je suis revenue en France en 2000, j'avais déjà plus d'un an d'entraînement de basket avec la meilleure nation mondiale à l'époque. d'accord. Donc, du coup, j'avais énormément progressé et je suis arrivée sur le sol français. J'ai voulu faire de la compétition. On m'a dit, mais t'es valide, c'est pas possible. Et puis, à ce moment-là, le règlement a changé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des clubs qui pouvaient pas continuer à s'engager en championnat parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Donc, il y a un système de classification qui fait que bah, sur le terrain, je coûte cher si on veut me Mhm. mettre sur le terrain par rapport à quelqu'un qui est plus handicapé. C'est un système de cotation qui va de 1 à 5. Et les valides font 5 points, les handis font 1, 2, 3, 4, 4,5 au niveau des points. Et les 5 joueurs qu'on va mettre sur le terrain n'ont pas le droit de dépasser 15 points. On va rester dans la D'accord. moyenne 15 points. Donc du coup, en effet, un valide, ça coûte très très cher de le mettre sur le terrain, parce qu'il faut forcément qu'à côté, il y ait 4 autres joueurs qui soient plus handicapés pour pas faire plus de 10 points. D'accord. Et donc, j'ai fait le forcing. Je crois que j'ai joué mon premier match, j'étais pas encore classé. Et puis, je crois que j'ai même payé une prune parce que j'avais pas ma carte. Mais bon. Et j'ai eu un club qui a été assez novateur et qui m'a accepté parce que j'avais un double handicap. J'étais valide et j'étais une fille dans un monde pratiquement exclusivement masculin et exclusivement handi. Donc j'ai fait un peu bouger les lignes. Ça n'a pas forcément été bien accepté au départ. Il y a des fois où quand je rentrais sur le terrain, je me faisais insulter. Mais le fait est que je pense que j'ai fait bouger pas mal de choses pour des gens par la suite. Et donc, à partir de la deuxième année, j'ai intégré l'équipe, la sélection régionale féminine, où là, une ancienne de l'équipe de France m'a pris un peu sous son aile, mais à l'époque, il n'y avait plus d'équipe de France féminine. C'est-à-dire qu'à Barcelone, en 92, les filles se sont tellement cassé la figure que du coup, ils ont décidé d'arrêter de faire des sélections. Donc c'était dur, mais le fait est que voilà, on mettait le boost sur les garçons qui avaient été plusieurs fois médaillés, qui participaient à toutes les sélections. Pour les filles, bah, c'était pas le cas, on était un peu la cinquième roue du carrosse. Et D'accord. puis en 2001, il y a un monsieur que je nommerai pas qui a cru au potentiel féminin, qui a souhaité remonter une sélection lors d'un championnat national avec les équipes régionales féminines, parce qu'on est tellement peu de filles en France à faire du basket que du coup il fallait des grosses sélections régionales. Donc on était 6 filles dans l'équipe. J'ai rencontré ce monsieur. Lors de ce championnat, ben, je pense que je suis un petit peu sortie du lot par rapport à certaines joueuses, parce que j'avais déjà un peu plus de 2 ans de pratique. Et donc, du coup, il m'a dit, bah voilà, il faut que tu intègres l'équipe de France, la nouvelle équipe de France. Sauf que j'étais pas classée et que ça n'a pas été très très bien perçu par d'autres filles qui, du coup, n'ont pas intégré l'équipe de France. Donc ensuite, on a fait des pieds et des mains pour que je sois classée. À l'époque, j'avais pas eu mon accident, mais j'avais déjà des problèmes au niveau de la cheville. C'est pas passé. Je suis quand même partie au championnat d'Europe, mais à la commission, ils m'ont dit bah non, tu n'es pas assez handicapée. Donc du coup, j'ai passé tout mon championnat sur le banc. Très frustrant d'ailleurs. Ah oui. Et puis, bah, par la suite, j'ai décidé de continuer en tant que valide parce que c'était un sport qui me plaisait, parce que j'avais retrouvé des valeurs qui me correspondaient, d'échanges. C'est-à-dire qu'on peut se battre sur le terrain, mais par contre, dès que le match est terminé, ben, il y avait des échanges. C'est-à-dire qu'on mangeait, les deux équipes mangeaient ensemble, ce qu'on ne voyait pas en fait en valide. Il y avait une ambiance qui était somme toute beaucoup plus beaucoup plus respectueuse, je dirais, de tous les joueurs. Puis progressivement, ben, le fait d'avoir fait ma place, de jouer avec les garçons, de voir que dans mon équipe ça se passait bien, ben, avec les autres équipes ça se passait encore mieux. Et donc du coup j'ai continué comme ça en tant que valide jusqu'à ce que j'ai mon accident en 97, où là je me suis blessée au genou
où j'ai vraiment galéré à revenir et où la solution, ça a été de me dire, ben voilà, le basket fauteuil, j'utilise pas mes jambes, donc je vais pouvoir continuer. À ce moment-là, je savais très bien que si je me faisais retester, j'allais réintégrer l'équipe de France. Or, les premiers temps, notamment sur ce premier championnat d'Europe, l'ambiance dans l'équipe était tellement malsain que j'avais pas forcément envie de retrouver certaines joueuses. Donc j'ai reculé un petit peu des cas de fer et puis en 99, j'ai pris le parti de me dire voilà, si je veux progresser, il faut que je sois classée. Donc du coup, j'ai retenté ma chance et c'est passé. Et donc j'ai été classée au niveau national et international avec. On est tellement peu de filles à être très compétitives que du coup, bah, je savais que je réintégrais en tout cas la sélection. Et donc du coup, j'ai réintégré la sélection pour me préparer pour les championnats d'Europe. Donc ça, c'était l'accident 2007. Ouais, je dis une bêtise. L'accident 2007, 2009 classé et 2011 championnat d'Europe. D'accord. Voilà. Ok. Je vais rebondir là-dessus parce qu'on a une question de Nolan. Donc, tu nous as expliqué, tu as commencé à expliquer un peu les règles. Donc, une personne valide vaut 5 points, les personnes handicapées 1, 2, 3, 4, voire 4,5, et il ne faut pas dépasser 15. Alors, au niveau international, il faut même, Voilà. voilà, au niveau international, il faut même pas dépasser 14. Par contre, 14 points. Par contre, les valides n'ont pas le droit d'être au niveau international. C'est-à-dire qu'on peut jouer en France en tant que valide. Et encore, il y a des restrictions. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 2 joueurs valides dans l'équipe. Ouais. Et même à plus haut niveau, c'est 1 joueur sur le terrain uniquement valide. Au niveau international, c'est 14 points. Et le plus gros point qu'il existe, c'est 4,5. Donc moi, j'étais 4,5 à l'époque. D'accord. Ok. Du coup, donc on a une question de Nolan qui est U13 au club de Gap. Je ne connais pas les règles d'Handy Basket. Pouvez-vous nous expliquer les différences avec les règles du basket? Valide. Alors, il en existe que 3 en fait. Il y a que 3 différences. La première différence va être forcément sur l'adaptation du marché. En valide, on a le droit à 2 appuis. Et puis ensuite, bah, il faut faire quelque chose avec la balle, hein. Soit dribbler, soit passer, soit shooter. Bah, nous, l'adaptation, elle est simple, c'est-à-dire que sur les roues, on a ce qu'on appelle des mains courantes qui nous permettent de pousser le fauteuil. Et on a le droit à 2 actions maximum, une fois qu'on a la balle sur les genoux, avant de faire marcher. C'est-à-dire que j'ai la balle sur les genoux, je vais pouvoir pousser 2 fois, ou pousser et tourner une fois, ou pousser et freiner. Mais quoi qu'il arrive, je ne peux pas faire plus de 3 actions. C'est-à-dire que si j'arrive très vite et que j'ai déjà fait 2 poussées, il va falloir que je lâche ma balle avant de rentrer et de percuter Tu l'adversaire, n'as plus parce le qu'il droit va de falloir que je pousser ta freine, main courante. quoi qu'il arrive. La difficulté, c'est parce qu'on fait tout avec les mains, c'est-à-dire qu'on avance, on freine, on tourne avec les mains, et on dribble, on shoot, et on passe avec les mains. Donc c'est vrai que ça demande une anticipation. Mais sinon, sur le marché, c'est la seule adaptation, c'est-à-dire 2 actions au lieu de 2 appuis. Ensuite, on n'a pas de reprise de dribble, c'est-à-dire qu'on peut dribbler, poser la balle sur les genoux, faire nos 2 poussées pour avancer, dribbler, poser la balle sur les genoux, faire 2 poussées. Ça serait très compliqué s'il y avait une reprise de dribble parce qu'on ne pourrait pas avancer énormément vu qu'on a besoin de nos mains et pour dribbler et pour avancer. Donc ça, c'est la deuxième adaptation. Et la troisième adaptation, c'est que le fauteuil fait partie intégrante du joueur, de la même manière que le short, le maillot, voilà, les baskets. Nous, le fauteuil fait partie intégrante, donc de la même manière qu'en basket, il n'y a pas le droit d'avoir de contact, entre guillemets, en fauteuil, normalement, il n'y a pas de contact entre les fauteuils. Je dis bien normalement, puisqu'il y a une petite subtilité dans la règle que j'avais bien comprise. Puisque moi j'étais une joueuse plutôt percutante, on va dire. En fait, il faut, pour pouvoir réduire l'espace entre 2 fauteuils, que le défenseur soit passé devant le fauteuil de l'attaquant pour pouvoir en fait s'interposer. Et dans le cas où l'attaquant percute le fauteuil de l'adversaire, dans ce cadre-là, dans ces cas-là, c'est l'attaquant qui fait un passage en force. Si le fauteuil intervient sur le côté ou derrière, en percussion du fauteuil de l'attaquant, on fait une faute défensive. Voilà. Ok. Je pense qu'il faudrait qu'on réorganise un match à Gap. Que les jeunes s'en rendent compte parce que moi, je vais parler de mes souvenirs de ce fameux match à Pierre-Latte. J'ai été vachement impressionné. En plus, j'étais au bord du terrain et ce qui m'avait le plus impressionné, c'était donc il y avait du public et les gens vous regardaient, mais
bah, un peu avec un peu de compassion, les pauvres, c'est des handicapés. Mais alors, dès la première minute, nom de Dieu, que ça a envoyé. Et t'as raison, c'est pas un sport de contact, oui et non. Non, non, mais c'était impressionnant. Et puis, on vous voyait tomber, vous relever. Non, mais c'était vraiment impressionnant. Et je me rappelle même, enfin, il y a le bruit de fauteuil, du coup, qui se met en plus là-dedans. Et je pense vraiment qu'en fait, on peut pas l'expliquer, il faut que les gens le voient. Et le Euh, vive. et le vivre aussi. Parce qu'effectivement, quand tu étais venu sur le camp de bord de péage et que tu avais fait aussi des initiations, ou même à l'UMS, je me rappelle, ah, ça n'a absolument rien à voir. C'est déroutant parce que on change de mode de locomotion. Ouais. Euh, Du coup, on a un repère par rapport au terrain et par rapport au panier qui du coup change totalement. Le panier paraît inaccessible parce que beaucoup plus haut. On n'a pas l'impression, parce qu'au départ on se dit bah, je ne peux pas pousser sur les jambes, donc il va falloir que je travaille qu'avec les bras. Ouais, Sauf que en fait le fauteuil va remplacer tes jambes, donc du coup il faut juste que tu transformes une inertie horizontale en poussée verticale. Ça, tu l'apprends au fur et à mesure, mais c'est vrai que se rendre compte que c'est pas le monde des bisounours, quoi. On va pas se faire des courbettes parce qu'on est handi et que si je dois défoncer le mec de devant, je vais défoncer le mec de devant, en fait. C'est un peu ça. Donc c'est vrai que les gens ont souvent cette réaction quand ils voient un match pour la première fois, c'est que oh les pauvres, mmh. et puis ça en vient à oh les malades. Ouais, c'est ça, mais ils C'est à s'en peu foutent. près ça. C'est Et ça, c'est c'est vrai ça. que si tu tombes, le jeu est pas forcément arrêté. Mmh. Donc, si tu as la capacité de te remettre sur ton fauteuil, de te relever avec un système de bascule, hein, pour les joueurs qui en ont la capacité, bah, il faut le faire assez rapidement parce que sinon tu pénalises ton équipe vu qu'il y a un 5 contre 4 qui est Ouais, présent. Donc, voilà. Donc, oui, mais moi, j'avoue que j'en ai des très bons souvenirs de ce match-là. Et paradoxalement, j'ai des absences sur certains matchs que j'ai vécu à Rio juste avant. Alors, j'arrive à en revoir des bribes parfois sur YouTube, mais, euh, mais c'est vrai que ce match-là, il reste gravé et je pense que euh, ce point d'honneur que j'avais envie de mettre, je pense que je l'ai montré sur le terrain parce que mes partenaires à la fin du match étaient écœurés de ma facilité de ma réussite au shoot, les c'est vrai. adversaires aussi d'ailleurs. Mais ce qu'il fallait voir, c'est que moi, ça faisait 4 ans que je m'entraînais non-stop, 5 fois par semaine, et que je n'avais pas eu de temps de pause. Eux, ils revenaient, puisque c'était un match de préparation de début de Ouais, saison. voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, j'avais pas eu de temps de pause, donc j'étais au taquet, alors que eux étaient encore sur une reprise douce, voilà. Donc, mais c'est vrai que moi, ça reste un match qui est gravé et qui restera en mémoire, je pense très 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 longtemps. De toute façon, je te l'ai toujours dit, et ça a été dit devant cette même personne, tu es la Céline Dumerc du handi-basket. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est vrai que c'est dommage qu'on ne se soit pas revu sur les camps ces dernières années, mais le fait de rencontrer, bah voilà, moi ça reste quand même the joueuse, voilà, capitaine, ça reste voilà, et de pouvoir être comparé à ton idole ou en tout cas de pouvoir la rencontrer, d'échanger basket, comme tu m'as permis de le faire également à Bourg-de-Péage. Voilà, ça c'est pareil, ça reste bien ancré en moi, ça reste au plus profond et je suis contente encore de la voir sur les parquets et qu'elle continue, même si je sais que c'est la fin là. Voilà, elle a besoin de Et repos elle aussi. c'est ça. On passera également un petit coucou à Didier qui nous a permis aussi Oui. cet échange-là. Euh, Question d'Aurélie, qui continue dans les règles. Le panier est à combien de hauteur? Alors, comme j'ai dit, les 3 seules règles qui sont différentes et qui sont adaptées, c'est celles que je vous ai nommées, c'est-à-dire le marché, la reprise de dribble et le contact fauteuil. Sinon, les règles sont exactement les mêmes, la hauteur des paniers est la même, puisque l'idée, c'était de pouvoir adapter un sport sur le même terrain que les valides. Il ne fallait pas qu'on ait des gymnases à part ou des terrains à part. Voilà, donc on joue exactement sur les mêmes terrains avec les mêmes règles, avec les 4x10, avec les 8 secondes pour passer le milieu de terrain, les 24 secondes pour attaquer le panneau adverse, les 3 secondes dans la raquette. On a exactement le même règlement, si ce n'est ces 3 points qui diffèrent. Bah, du coup, je vais te rajouter quelque chose, une autre règle, le ballon. Je ne me rappelle plus. Quelle taille? Alors, c'est un peu particulier parce que les valides, vous ne nous avez pas fait du bien de ce côté-là. C'est-à-dire que nous, on jouait en taille 7. Ouais. Ballon classique, senior, garçon.
puisque dans les clubs, on est mixte. Oui, voilà. Puisque voilà, il y a très peu de filles, donc du coup, on ne peut pas faire des équipes que de filles. On va faire des regroupements régionaux qui vont faire des équipes régionales filles. L'équipe de France féminine est que féminine, l'équipe de France masculine est que masculine, mais en tout cas, dans les clubs, il y a mixé. Donc, on est parti du principe que quand il y a du masculin, eh ben, ça fait la généralité. Donc, dans les clubs, on joue en taille 7. Je ne sais plus en quelle année, pour que le basket devienne un peu plus spectaculaire au niveau féminin, ils sont passés en taille 6. Et donc du coup, la petite rigolade, c'est que au niveau fédération handisport, ils se sont dit ah bah quand c'est les filles, on va passer en taille 6. Alors fédération handisport française et puis internationale. Donc du coup, ben, toute l'année, on joue en taille 7 avec les garçons. Et puis quand on se regroupe avec les équipes régionales ou les équipes filles, on joue en taille 6. Et il y a toujours un entraînement qui est casse-croûte, dans un sens ou dans un autre. Donc, au niveau international, les filles jouent en taille 6. Mais à savoir que toute l'année avec les clubs, elles s'entraînent et elles jouent en taille 7. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Oui, ça c'est sûr. Pour rejoindre ça, du coup, on a une question de Cyril Brochet, papa d'un jeune joueur de Gap. Comment transformez-vous l'inertie horizontale en énergie psychologique? Je dirais que c'est plutôt du feeling. Au départ, j'arrivais difficilement à toucher le cerceau parce que je partais du principe que n'ayant plus mes jambes, il fallait plus que je m'en serve. Et donc, j'étais plutôt à l'arrêt ou avec une petite vitesse pour aller essayer de toucher le cercle, voir le panneau. Progressivement, c'était des concours. Hein. J'arrivais de plus en plus vite pour voir si je pouvais transformer. La seule petite différence que j'expliquais quand je shootais, c'est qu'on va finir les bras au-dessus de la tête quoi qu'il arrive, c'est-à-dire vraiment haut, un peu plus haut que la normale. Mais le fait d'arriver avec de la vitesse va nous aider à pousser le ballon quoi qu'il arrive, de la même manière que si vous sautiez ou si vous courez. Quand vous arrivez pour faire un lay-up en courant, la balle arrive forcément plus vite que si vous faites un lay-up alors que vous êtes juste à l'arrêt. Ouais. Et ben, c'est à peu près la même chose. Plus on va avoir de vitesse, plus il va falloir, on va dire, caresser la balle et finir les bras au-dessus de la tête. Après, sur la fin de carrière, que ça soit avec les tailles 6 ou avec les tailles 7, j'arrivais à shooter à 3 points. Pas de manière régulière, hein, très clairement, c'était pas mon spot de tir, mais voilà. Donc après, c'est vraiment pas une question c'est pas qu'une question de puissance. Il y a vraiment le côté gestuel aussi qui est important. Et de trouver la bonne vitesse pour pas envoyer un parpaing sur la planche ou pour pas être trop court aussi. Donc voilà, 2 poussées peuvent suffire à avoir assez d'inertie. Ouais. Par contre, trop de poussées, on perd le contrôle du fauteuil et en général, on se débarrasse plutôt de la balle pour essayer de contrôler le fauteuil aussi. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de. Je me rappelle pas avoir étudié. C'est vraiment un ressenti. Il faut s'asseoir dans un fauteuil et essayer. Ouais. Ah justement, par rapport à ça, quand j'avais essayé, moi j'avais fait le bon tir académique basket. Ça n'a rien donné, à part une belle passe en cloche à la limite. C'est ça. C'est vrai que j'étais plus même sur quelque chose d'une passe, quoi, en fait. Et après, je pense que Oui. on reste au fur et à mesure, mais c'est vrai que ça n'a absolument rien à voir. Et c'est même frustrant, c'est énervant. On l'a vu quand on avait essayé avec l'équipe 1 de l'UMS, où il y a un temps d'adaptation et au bout d'un quart d'heure, les joueurs comprenaient un petit peu qu'ils pouvaient garder leur gestuelle tout en finissant plus au-dessus de la tête et en poussant un peu plus avec les bras. Ouais. Question d'Aurélie. Quelle préparation physique avez-vous suivie et le type d'entraînement? Grosse préparation physique. Alors, dans toute ma carrière, j'ai eu plusieurs préparateurs physiques sur du cardio et du renforcement musculaire classique en salle, avec matériel, avec poids, avec élastiband, avec gros travail cardio, mais différencié, puisque le travail cardio va se faire principalement sur les muscles des membres supérieurs, et les abdos, forcément, mais on va pas du tout travailler les membres inférieurs. C'est-à-dire que j'allais pas nager ou faire un footing, contrairement aux basketteurs. Alors déjà, le footing, c'était pas possible.
Mais le fait est que on roulait beaucoup. On roulait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour certains, ils m'ont côtoyé sur Montélimar. Ils m'ont vu souvent sur les bords du Jabron, les bords du Roubion. Et puis après, en gymnase, on fait beaucoup de travail d'accélération, de fractionné en fauteuil. Et on travaille sur du renforcement musculaire en shootant avec des medicine balls pour travailler justement la puissance au niveau des bras. On travaille également beaucoup sur tout ce qui est, alors principalement biceps, triceps pour la poussée du fauteuil. Mais après, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exercices qui se font sur le fauteuil parce que mine de rien, ça reste notre outil de travail. Donc, du coup, il faut vraiment que la gestuelle soit la plus optimum, la position sur le fauteuil. Moi, j'en ai changé 3 fois. C'est-à-dire qu'au cours de ma carrière, j'ai changé ma position sur le fauteuil de manière à être plus vers l'avant, d'être un peu plus axée sur la puissance au niveau de la poussée pour être plus réactive. Ça se fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que en écoutant certains autres joueurs, en essayant certaines choses, en se trompant, hein, des fois, j'avais des postures, si on regarde à Londres, j'avais des postures qui étaient totalement différentes de celles à Rio. Je pense que j'avais trouvé le bon compromis pour Rio. Maintenant, c'était un compromis qui était plus accidentogène pour mon épaule, par exemple. C'est quelque chose qui a fait que je pense qu'il y a une dégradation de l'épaule droite qui a été plus importante, mais qui me permettait sur le terrain d'être beaucoup plus performante, beaucoup plus réactive. Donc, ouais, on fait beaucoup de préparation, mais dans notre fauteuil. D'accord. Moi, j'avais une question parce que j'ai une personne qui n'a pas pu être présente à l'heure du live, donc il me l'avait envoyé par SMS. La question était, lors de ton passage en équipe de France, et je vais essayer de la retourner autrement, est-ce que vous aviez la même importance de staff que les équipes de valides, à savoir préparateur physique, kiné, etc. Malheureusement, non. Alors, je reviens à les féminines sont la 5e roue du carrosse. On avait un staff extraordinaire pendant des années, c'est-à-dire que le staff s'est enrichi à partir de 2011 d'un préparateur mental, d'une préparatrice mentale, d'une coach sportive vraiment axée là-dessus, qui nous a permis de progresser à vitesse grand V, de passer certains paliers au niveau de l'équipe de France et d'être présente sur l'intégralité des compétitions internationales de 2011 à 2016, ce qui malheureusement n'est plus le cas puisque les filles n'ont pas été qualifiées pour Tokyo. Donc c'est bien dommage. Le staff, nous, se résumait à 4 personnes. Le coach, donc Pascal Montet, avec qui j'avais des affinités un peu particulières, parce que c'était mon coach de club. Ça a été mon entraîneur pendant des années, et un ami. Ensuite, on avait, je dirais, la personne à tout faire, qui a été manager, mécano, nounou, logisticienne, Anne Phyllis, qui vraiment a grandi avec cette équipe de France. Et sans elle, je pense qu'on n'aurait pas vécu autant d'aventures sportives et humaines. Ensuite, on avait une kiné, donc pour 12 filles. Donc, mine de rien, elle avait du boulot. Et puis, on a eu donc Carolina Vicenzoni qui a intégré le staff après les championnats d'Europe en Israël et qui nous a fait progresser sur la préparation mentale, sur pas mal de points, que ce soit individuel ou collectif. Moi qui m'a fait grandir dans mon jeu, qui m'a fait grandir dans ma tête aussi par rapport notamment à ce qui était mon point noir, c'est-à-dire l'impulsivité que je pouvais avoir envers le corps arbitral. Et donc du coup, elle m'a fait passer des paliers, très clairement. Elle m'a fait passer des paliers sur mon jeu aussi, sur ma frustration d'être sur le banc, sur pas mal de points. Et je pense que l'apothéose, elle a été à Rio de pouvoir lui rendre tout ça, malgré le fait qu'elle n'a pas été acceptée, ni à Londres, ni à Rio, dans le staff. Donc on est parti avec 2 membres du staff, puisqu'à savoir que la kiné était membre médical et qu'elle intervenait sur tous les athlètes de l'équipe paralympique. Donc ça a été le gros point noir. On s'est battu pendant des années pour justement plus être la 5e roue du carrosse. On s'est battu pour prouver que les filles pouvaient faire quelque chose. Il faut savoir qu'à Londres et qu'à Rio, les seuls représentants basket, c'était les féminines, puisque ni les garçons
À Londres, ni les garçons à Rio ne se sont qualifiés. Et malgré ça, on avait un staff masculin à 5, voire parfois à 6, et on avait un staff féminin qui était limité à 2 voire 3 personnes. Donc c'était assez frustrant d'une part de se battre pour avoir une reconnaissance, mais d'autre part de se battre par rapport à sa propre fédération, qui ne croyait pas au potentiel et qui ne croyait pas que les féminines avaient besoin de tous les éléments du staff, quoi. Donc ça a été compliqué, ça a été d'autant plus compliqué que ce staff qui avait fait des bonnes choses pendant toutes ces années, qui nous avait fait grandir, qui nous avait fait atteindre la 8e place mondiale, a été remercié comme des malpropres au bout de pratiquement 5 ans de bons et loyaux services bénévoles. Oui, en plus. Ouais. Selon toi, qui était vraiment au cœur de tout ça, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui faire bouger les choses? Parce que finalement, là, vous avez fait le maximum. À part peut-être gagner une médaille d'or, et encore. Ouais, ça aurait été compliqué. On joue aussi contre des équipes qui sont voire certaines joueuses qui sont professionnelles, voire semi-professionnelles pour des équipes. Je nommerais que les Pays-Bas, les États-Unis, l'Allemagne, où on a des joueuses qui vivent de ça. Donc c'est bien pour elles, hein, c'est très bien, mais le fait est que si on ne nous donne pas les moyens en France, rivaliser avec ces nations-là, ça serait compliqué. Et c'est forcément compliqué. C'est-à-dire que si déjà on vient chercher une 5e ou une 6e place mondiale, je pense que c'est la limite au jour d'aujourd'hui parce que de toute façon on reste dans l'amateurisme complet en France, ce qui est le propre qui était le propre des Jeux paralympiques et des Jeux olympiques à la base, mais qui n'est plus le cas maintenant dans pas mal de sports. Ça a changé, c'est-à-dire qu'à la fédération, il y a eu du mouvement. Donc maintenant, les féminines ont 6 voire 7 membres de staff, mais elles ne réussissent plus. Donc, qu'est-ce qui vaut mieux? Avoir 4 personnes hyper intégrées, hyper volontaires, hyper pro, et puis arriver à faire ce qu'on a fait de 2011 à 2016, ou avoir un staff plus fourni, mais peut-être, et malheureusement, je ne le sais pas puisque j'y suis plus, mais moins compétent. En tout cas, les résultats ne sont pas là et c'est bien dommage. C'est-à-dire que pour l'instant, on est en train de perdre du terrain, alors que pendant 5-6 ans, on a prouvé qu'on était capable. Et voilà, donc c'est vrai que c'est rageant, mais Ouais, bien sûr. voilà, encore une fois, on se bat contre des instances fédérales qui n'ont pas tous les tenants et les aboutissants des sacrifices que peuvent faire chaque joueuse pour arriver à ce niveau-là, quoi. Donc c'est dommage. Mais je suis pas sûre que ça changera grand-chose. Ouais. Et aujourd'hui, les moyens, la fédération n'a pas les moyens, ou c'est le pays aussi qui est peut-être pas développé là-dedans? Alors c'est paradoxal, hein. On a demandé les Jeux en 2024, on a obtenu les Jeux en 2024, et depuis 2024, le sport français n'a jamais été aussi mal. On donne pas forcément les moyens. Alors il y a le contexte, très clairement le contexte sanitaire nous fait du mal, mais je pense qu'il y avait on pouvait se battre sur certaines choses. On demande à la nation qui est confinée de faire de l'activité physique, et à côté de ça, on donne de moins en moins de moyens aux fédérations, aux clubs et aux structures. Il y a une chose, pour avoir vécu au Canada, il nous manque quelque chose, c'est la culture du sport. On est tout petit par rapport à certaines nations, par rapport à cette culture du sport. C'est-à-dire que ça commence très jeune, et ça commence par l'école. J'entends, en tant que professeur de PS, j'entends beaucoup de choses se dire sur les problématiques d'accès au sport pour certains jeunes, pour certains scolaires. Et d'un autre côté, j'entends aussi dire que on va réduire les heures de PS à partir du collège et du lycée pour mettre des éducateurs sportifs qui viendront faire du sport en périscolaire. C'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il y a des élèves qui ne connaissent pas le sport tant qu'ils n'ont pas fait d'EPS. Et si en EPS, on nous réduit nos heures, ils auront encore moins accès à cette culture du sport. Donc, il y a une volonté des fédés de bouger ou pas bouger. Mais il y a aussi les moyens qu'on leur donne. Et là, c'est propre à l'État. Le sport, en général, a pas les moyens qui mériteraient pour amener des athlètes performants pour Paris 2024. Les féminines valides en ont moins déjà que les valides hommes. Et alors les handis,
Là où je suis contente, c'est que pendant le confinement, on est les seules structures à pouvoir aller encore s'entraîner. En tout cas, ça avant le 15 décembre, même en intérieur. Donc peut-être qu'ils ont compris qu'il y avait un intérêt et que pour certaines personnes, c'est vital de faire de l'activité physique. C'est vital parce que s'ils ne se bougent pas, ils perdent leur condition physique. Et la condition physique pour eux, c'est vital parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement sur les transferts, sur la vie quotidienne. S'ils n'ont pas la condition physique, ben, ils vont se retrouver en situation de surhandicap. Oui. Question d'Armel Brochet. L'handibasket est-il mieux loti dans d'autres pays comme le Canada? Tu as un peu abordé le sujet. Carrément. Alors, oui, mieux loti parce qu'il y a une vraie volonté et qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les sportifs valides et les sportifs handi sont logés à la même enseigne. Mais c'est aussi le cas c'est une question de culture, hein, mais c'est aussi le cas dans la vie quotidienne. Pour avoir vécu là-bas plus d'1 an, vous êtes en fauteuil, vous allez partout, tout est adapté. Alors, il y a une chose, c'est que c'est un continent qui a été construit après le vieux continent, notamment la France, qu'ils n'ont pas forcément autant de bâtiments classés, inscrits, qui ne peuvent pas être modifiés, sur lesquels on ne peut pas mettre un ascenseur, etc. Donc, je le comprends, il y a des adaptations qui sont difficiles à faire chez nous, qui ne sont pas chez eux parce qu'il y a de l'espace, parce que c'est plus récent, parce que ci, parce que là. Mais il y a une vraie volonté, c'est-à-dire que quand je suis partie là-bas, j'ai découvert une vie où il n'y a pas de différence. Handi valide, c'est la même chose. Et quand je suis rentrée en France, c'est vrai que je me suis pris pas mal de portes dans la gueule parce que du coup, j'avais cette mentalité de me dire il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Et oui, en effet, alors au Canada, ils sont mieux lotis sur certaines choses. Si on parle du basket à proprement parler, ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, aux Pays-Bas, à Papendal, il y a comme un INSEP, un centre de formation uniquement dédié au basket fauteuil. Nous, ça a été, ils y sont venus, ils ont fait ce qu'on appelle un pôle jeune sur Bordeaux. Donc là, ça fait quelques années maintenant qu'il y a un pôle espoir. Donc il y a un pôle espoir basket, il y a un pôle espoir athlé, il y a un pôle espoir natation. Donc maintenant, les jeunes ont cette possibilité de faire un espèce de sport-études spécialisé dans leur discipline, mais c'est encore tout récent. Voilà, ça mériterait d'être approfondi et ça mériterait d'être développé sur d'autres disciplines. Voilà. Donc oui, on est moins bien loti que certains pays, c'est sûr. Aux États-Unis, il y a un championnat universitaire exclusivement basket fauteuil. Et on a quelques Français qui partent pour se faire une expérience là-bas. On a maintenant des Français qui partent jouer en Italie ou en Espagne parce que c'est des championnats professionnels. On a des joueuses et des joueurs qui partent jouer en Allemagne, certains en Angleterre. Donc oui, sur le continent européen, en tout cas, il y a mieux. Il y a pire, hein. Il y a pire, mais il y a mieux. D'accord. Question par SMS. Quel est ton record de points en carrière et ton meilleur souvenir en handi-basket? Mon record de points, ça doit peut-être flirter avec les 30 points. J'étais pas forcément, moi, une grosse scoreuse. Je dirais, je crois que c'est avec Guy Rengrange, peut-être, donc mon dernier club, là, près de Valence. Ça doit flirter, ouais, sur les dernières saisons, avec 27 ou 29 points. Après, j'étais pas une top scoreuse, hein. J'étais meneur, j'étais plutôt organisatrice, j'étais plutôt une bonne passeuse. Et après, en équipe de France, j'étais plutôt aussi un ailier fort, notamment sur le shoot à mi-distance. Mais ouais, je dirais que ça flirte avec les 30 points. C'est pas non plus extraordinaire, hein. On a des joueuses qui, voilà, on a joué contre des Américaines qui tournent à 36 points de moyenne. Donc c'est sûr que voilà, il y a mieux. Il y a pire, il y a mieux. Je passe à une question personnelle avant que tu répondes à ton meilleur souvenir. Est-ce que les USA en handi-basket, c'est comme chez les valides, c'est la bête noire? Ouais, pour nous, oui. Pour nous, mais il y avait plusieurs bêtes noires. Le problème, c'est que nous, il y avait les États-Unis, il y avait les Pays-Bas. En fait,
que ce soit les États-Unis ou les Pays-Bas, même si je pense que notre vraie bête noire, c'était les Pays-Bas, parce qu'on avait l'impression d'être un petit poussin sur le terrain et d'avoir un gros rouleau compresseur, passer, repasser, repasser, et voilà. Donc voilà, je me rappelle d'un match à Strasbourg en préparation, donc on avait invité les Pays-Bas et on a pris sur le premier quart-temps 20. Ouais. Pardon, ça a coupé. On n'arrive pas trop à les oublier. Maintenant, les États-Unis, oui, une organisation très huilée, quelque chose de. On a l'impression qu'elle déroule. Ça a coupé, on va récupérer Cathy dans pas longtemps. Cathy, est-ce que tu nous entends? Petit souci technique. Ça doit être la neige qui arrive à Gap. Ah, voilà. Ouais, ça doit être la neige. Problème de connexion. Ça y est, je vous ai. C'est ça. Donc oui, les États-Unis, c'est un basket très académique, mais très bien huilé, et le danger vient de partout. C'est-à-dire que même la joueuse qu'on appelle les petits points, qui sont là en général pour faire le sale boulot, c'est-à-dire pour bloquer les fauteuils, pour que les grandes passent, chez elle, il n'y a pas, en fait. Il y en a, mais il n'y a pas. C'est-à-dire que le danger vient de partout, et voilà, c'est frustrant. On essaye de mettre des choses en place, on essaye de faire beaucoup de scouting pour essayer de proposer des situations favorables. Et en fait, c'est pareil, c'est un peu un rouleau compresseur, mais moins violent. C'est-à-dire qu'on arrive à aller jusqu'au panier, mais dès qu'on marque, on a la sanction tout de suite derrière, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se remettre, qu'elles sont déjà sous notre panier. Donc, ouais, c'est vraiment frustrant. Et puis avec des très bonnes shooteuses, avec des shooteuses, comme je vous dis, qui tournent à 36 points de moyenne, quoi. Donc, ouais, c'est frustrant. Mais bon, après, ça reste quand même des belles expériences, parce que jouer contre des personnes comme ça et arriver ne serait-ce qu'à réussir ou qu'à gagner un carton. Nous, il y a des fois, c'était l'objectif. La marche était tellement importante entre les deux équipes que déjà, si on arrivait à gagner un carton, ou si on arrivait à réduire l'écart entre le nombre de points marqués et le nombre de points encaissés, c'était déjà une victoire. Ça veut dire qu'on avait déjà travaillé dans le bon sens, quoi. Ouais, ok. Voilà. Et pour le meilleur souvenir, c'est compliqué, il y en a tellement. J'en retiens là, comme ça, à chaud, j'en retiens deux. Le premier, je crois que ça a été ma rentrée sur le stade avec l'équipe de France paralympique à Londres. Parce que quand vous rentrez et que vous avez ce fameux 400 mètres, ce tour de piste à faire avant d'aller vous installer, que vous défilez derrière votre drapeau, derrière votre pays, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de... C'est pas que des émotions de joie, en fait. Quand on en reparle, ça revient, mais c'est tous les sacrifices que vous avez fait pendant 4 ans pour en être là. C'est toutes les personnes que vous avez mis de côté, ou c'est votre famille que vous n'avez pas vu assez. C'est tous ces moments-là que vous avez sacrifiés pour en arriver à ce point-là, c'est-à-dire de défiler pour votre pays en chantant la Marseillaise derrière le drapeau français, et d'être fier de ça, de se dire que voilà, tous les sacrifices que vous avez, c'est pas vain, c'était pour vivre ce moment-là. Alors ça peut paraître paradoxal, c'est vrai que Londres, moi, c'était mes premiers jeux. Je pensais que ça serait les seuls. Déjà, c'était quelque chose d'inespéré. Je viens d'une famille de sportifs où c'est clair qu'on suivait les jeux, mais sans, en tout cas pour moi, sans espérer y participer. Mon frère était sportif de haut niveau, donc on avait plutôt misé sur lui. Mais c'est vrai que voilà, c'est un moment qui reste inoubliable, et qui, je crois que j'avais marqué rapidement sur ma page tellement d'émotions. Je crois que c'est inexplicable. Il faut le vivre, en fait. Il faut le vivre, et je conseille à tous les gens qui sont passionnés par le basket ou par d'autres sports de ne pas se donner de limites et de se dire que ça peut arriver. Ça peut arriver. Après, il faut s'en donner les moyens. Ça nécessite beaucoup de sacrifices. Ça nécessite beaucoup de moments de doute, mais ça nécessite une aventure humaine et sportive qui est extraordinaire. Donc, ce premier moment que je retiendrai, ouais, c'est mon défilé pour les premiers jeux sur la cérémonie d'ouverture.
le dernier, c'est un moment qui est assez personnel et qui est à la fois beaucoup plus court. C'est mes adieux sur le terrain, le dernier terrain olympique que j'ai foulé à Rio. Le fait de jouer contre le Brésil, ça a été compliqué. On voulait aller chercher cette 7e place et puis elle nous échappe. On joue contre le pays hôte qui est bien porté par son public, même si on avait beaucoup de supporters qui avaient fait le déplacement. Mais surtout, cette sensation de ne pas vouloir quitter le terrain parce que je sais que c'est la fin. C'est-à-dire que je sais que... Alors, tu m'as donné la chance de revenir sur un terrain tout de suite derrière, mais cette émotion-là, voilà, on nous demande de sortir du terrain parce qu'il y a un match derrière qu'il faut évacuer. Mes parents, ma sœur qui sont dans les gradins, qui ont fait le déplacement, et cette sensation de me dire, voilà, c'est fini. Il y a 20 années de sacrifice, 20 années de bonheur, 20 années avec cette balle. Et je crois d'ailleurs que j'ai le ballon dans les mains parce que je veux pas le lâcher. Et on me demande de sortir et je veux pas parce que voilà, je sais que je le savais, hein, je l'ai préparé, mais je sais que c'est la fin et si je quitte le terrain, eh ben je le retrouverai pas. Donc merci de m'avoir donné cette possibilité de le retrouver pour finaliser en beauté avec tout autant d'émotions, mais moins isolé, on va dire. Là, ce moment, c'était le mien pour moi, toute seule. Voilà. Ouais. Et c'est émouvant, tu vois, j'en ai encore des frissons. Bah je vois ouais, ça, tu me donnes les frissons, je vois tes yeux qui pétillent. Non, non, attends, ça va. ouais. Une autre question par SMS. Lors de ta reconversion, as-tu déjà pensé à devenir coach d'une équipe handi-basket ou valide? Alors là, je vais me rapprocher de la personne qui m'a fait un bisou tout à l'heure, de Florent. C'est peut-être le petit regret que j'ai eu. Donc, quand j'ai terminé ma carrière, Florent m'avait proposé d'être head coach avec lui sur l'UMS. Très rapidement, ça s'est pas fait, puisqu'on nous a gentiment remerciés. Peut-être que ça aurait été une année galère. Après, travailler avec quelqu'un comme ça aurait été un vrai bonheur. Et ça m'aurait peut-être permis de passer un peu plus en douceur à autre chose. Le fait est que très rapidement, j'ai voulu, vu que ça s'est pas fait, m'éloigner complètement des terrains. Au départ, j'avais dit quand j'arrêterai, pourquoi pas, je coacherai, je viendrai vous voir. Et puis je crois que j'ai eu besoin d'une vraie coupure. Alors il y a eu en effet la période de convalescence qui m'a obligée à rester quand même tranquille pendant 4 mois et surtout qui m'a empêché de conduire pendant 2 mois. Donc ça m'empêchait d'aller faire n'importe quoi. Mais mine de rien, quand je suis revenue voir un match avec mon ancien club de Guiran-Grange, la magie avait disparu et j'avais plus forcément envie de m'investir parce que j'avais connu la vie d'après. La vie où on s'occupe de sa famille, la vie où on passe des moments avec les copains, où on peut sortir le samedi soir sans se dire, purée, demain, voilà. Sans se dire le dimanche ça va être dur et la reprise de l'entraînement le lundi matin ça va être terrible. Non, non, je pense que voilà, la magie elle s'est finie réellement sur le match à Pierre-Latte et je changerais la suite pour rien au monde. C'est-à-dire qu'en termes de reconversion, ça s'est pas fait, c'est dommage avec Florent. Parce que je pense que ça aurait été une bonne expérience, ça m'aurait permis de voir l'autre côté, même si je l'avais vécu un petit peu dans mes années précédentes quand on cherchait des coachs. En général, j'étais la grande gueule qui servait de coach en intermédiaire, mais qui restait pas très longtemps parce que j'étais pas très diplomate là-dessus et que je suis meilleure, je pense, joueuse qu'entraîneur. Mais non, ça s'est fait naturellement et je regrette rien. C'est vrai qu'on m'a posé beaucoup de questions en me disant tu continues à aller les voir, tu continues à te renseigner. Alors je suis toujours l'actualité, hein. Je suis les partenaires, je suis les clubs, je suis l'actualité de la Fédé, notamment dans ce contexte-là pour savoir où ils en sont. Ma meilleure amie est restée jusqu'à la saison dernière capitaine de son équipe, donc c'est vrai que je continue à la suivre par ce biais-là et puis on continue avec certaines de l'équipe de France à se contacter pour se donner des nouvelles. Mais je suis vraiment passée à autre chose. Je suis vraiment passée à autre chose et je pense que vraiment, je le dis et c'est pas pour te faire rougir, hein, mais le match de Pierre-Latte m'y a beaucoup aidé. Ouais. Bon, je te garantis une chose, moi qui avais eu la chance de coacher, d'entraîner avec Flo, c'est lui qui m'a mis un peu le pied sur le championnat de France. Ouais, bah oui, c'était un super souvenir aussi. La preuve, je l'avais rappelé pour
pour retourner l'embêter un petit peu sur C'est Sol. ça, Sol. C'est un fou, c'est un personnage, mais c'est quelqu'un avec qui il faut être, je pense. C'était c'était l'idée de faire un binôme avec, il faut le dire, un cinglé, mais Oui, passionné et passionnant. Et puis quelqu'un qui allait être obligé d'apprendre à moduler et à le moduler. Et donc du coup, ça c'était un vrai défi. Donc non, non, ça aurait pu être une super aventure et je le remercie de m'avoir proposé. Et si ça s'est pas fait, c'est que ça devait pas se faire. Et voilà, c'est comme ça. en parlant de Montélimar, je vois qu'il y a Marie-Alexandre, Nicolas Alexandre qui nous ont joué sur le live. Donc bon, là, c'est bon, Et on est au complet, on est au complet. c'est ça. Bah, j'espère que Nico va mieux. Je sais qu'il dort beaucoup en ce moment. J'ai Ouais, quelques échos puisque j'ai la chance de travailler avec Marie donc, depuis 2 ans, donc c'est cool. Mais ouais, ouais, toute la bande, ça manque un petit peu quand même. c'est ça. Ne parle pas de soirée. Je ne dirai rien. Euh, il y a un certain Philippe Ban qui te passe un petit bonjour de Montélimar où nous avons eu le plaisir de vous rencontrer il y a quelques temps. C'était plutôt à Pierre-Lachaud Ouais. ce match, je m'en rappelle. Ouais, et puis je l'avais vu aussi à la mairie, je crois. À une mairie de Montélimar lors d'une remise de récompense ou quelque chose Je comme ça, mais crois ouais, aussi. on s'était vu. Ouais. D'ailleurs, c'était même mes parents qui m'avaient dit mais pourquoi tu n'invites pas Cathy et tout au live? Je dis ah bah non, je pense Ah pas bah, et tout. Et merci du coup, monsieur et madame Ban. quand j'ai sorti le live mardi, j'ai reçu un appel de ma maman pour me faire engueuler et pour qui m'a dit mais tu nous as pas dit que Cathy était bah, c'est bon, c'était la surprise, je te l'ai dit, voilà. Bah, je leur passe bien le bonjour en tout cas, et ça me fait plaisir de sentir que je suis, même après quelques années, là ça fait plus de 4 ans hein, que je suis encore dans les tuyaux auprès de certaines personnes, donc, et que je suis toujours sur ton mur de la chambre. Donc ça, c'est Ouais, extraordinaire. bah, elle doit le voir. Tu sais, il y a pas mal de choses qui ont changé dans ma chambre suite à mon départ, mais ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et ça C'est n'a pas bien. d'intérêt de bouger. Voilà, c'est tout. Bah, Nicolas Alexandre, qui, je pense qu'il va pas encore bien, parce que la seule chose qu'il nous dit, c'est bande de badabeux. Alors, il doit encore Ça avoir des m'étonne petits pas. problèmes avec les doigts, je pense. Et la bise, quand même. Il faut quand même que je passe le voir, on n'est pas si loin que ça, et Ouais. quand même. Mais bon, moi, comme il a été contagieux pendant un petit moment, j'avoue que je prends mes distances. Alors, je ne dirais pas de quoi, mais il a aussi été contagieux d'autres choses bien avant, mais on Oui, continue oui. quand même à le côtoyer. Ça a été un très bon sparring partner qui m'a obligé à repousser mes limites sur certains entraînements. Marie aussi, donc je les en remercie parce que c'était pas forcément simple de s'entraîner toujours seul, surtout pour un sport co. Et donc que ça soit Nicolas, que ça soit Marie ou que ça soit Michel, parce que Michel sur les 2 dernières années a été ultra présent. Je les remercie ouais, de m'avoir soutenu et de m'avoir fait souffrir. Bon, on a la confirmation que l'affiche est toujours affichée, donc c'est bon. Ça va, c'est bon. Allez, dernière question. On clôturera donc tous les lives et ce live, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je n'ai pas vu le temps passer. Dernière question donc de Nolan U13 au club de Gap et de Flavie, sa sœur, il me semble. Ils veulent connaître ton équipe favorite en France et en NBA et ton joueur et ta joueuse préférée. Alors, ils sont U13, c'est ça? Ouais. U13, voilà. Donc, si je leur parle de mes joueurs préférés, ça va être compliqué parce que c'est une autre génération. C'est-à-dire que vous pourriez être mes enfants, donc forcément, c'est compliqué. Le club favori si je parle de championnat handi, alors ils s'y connaissent pas trop, mais ça reste mon premier club et mon club de cœur, même si j'ai changé de club parce que j'ai changé de région, mais ça reste l'Entente Fort Saint-Étienne. Maintenant, c'est le club handisport forésien. Même s'il y a plus beaucoup de joueurs que je connais, ça reste le club qui m'a ouvert grand les bras et qui a fait de la discrimination positive, c'est-à-dire qui a accueilli une valide dans un monde exclusivement handi masculin. Double discrimination. Donc voilà, double discrimination positive. Donc je les remercie parce que sans eux, j'aurais pas eu cette carrière-là. Et que j'aurais pu tomber dans un club qui accepte pas du tout et je poursuis pas l'aventure. Donc ça reste mon club de cœur au niveau handisport. Au niveau basket valide, j'avoue que je suis un peu plus grâce à certains collègues les résultats de Dijon
Même si j'ai pas forcément plus d'affinité que ça, mais je regarde surtout les résultats de Dijon parce que j'ai un camarade qui est pro Dijon et qui partage les résultats. Donc voilà, mais après, si je dois donner ma petite touche perso, ça serait Basketland parce qu'il y a Céline, ça c'est sûr. Même si pendant des années, bah, ça a été Bourges chez les féminines, forcément. Mais c'est plus lié à des joueuses, ça c'est sûr. Après, en NBA, ça a beaucoup changé, mais je vais rester sur mes premiers amours. Et donc là, ça date. Donc malheureusement, les jeunes vont pas forcément avoir les mêmes références. Rassure-moi, le Euh, club existe encore, hein. le club existe encore, le joueur existe encore, mais il n'est plus du tout, il est à la retraite. Moi, j'ai été élevé avec la Dream Team. J'ai été élevé avec les Jeux de Barcelone. Et donc, de fait, les Bulls et Jordan restent pour moi le meilleur, même si les nouveaux ne déméritent pas. Mais j'ai été élevé avec ça et ouais, je vais rester sur mes premiers amours. Donc je dirais Jordan et puis les Bulls. Même si maintenant ils sont plus sur le voilà. Même s'il y a des très très bonnes équipes et que voilà, je suis pas la génération Kobe, je suis pas la génération Duncan, je suis pas la génération Curry. Même si je trouve que c'est des très bons joueurs, même si je suis ravi de voir certaines séquences de jeu. Doncic aussi, euh, voilà, qui est impressionnant sur le jeu de passe. C'est vraiment des joueurs. J'aurais aimé ressembler à mon niveau à ces joueurs-là, mais voilà, je reste sur Jordan. Ça reste pour moi le summum. C'est sûr. On va clôturer. On a quelques messages de remerciements. On a Nicolas Alexandre qui dit c'était vraiment top avec Michel aussi. Je pense qu'il faisait référence à quand tu parlais du sparring partner. C'est ça, J'ai vu Michel qui était sur le live tout à l'heure. c'est cool. Bah, je lui passe bien le bonjour, je lui fais des gros gros bisous. C'est vrai que j'ai pas toujours l'occasion de le rappeler, mais j'espère pareil qu'il va mieux suite à sa convalescence et je serais ravie d'aller boire une bonne mousse avec lui. Donc Aurélie qui nous passe, je pense, la réponse de ses enfants, qui nous dit c'est bon, on connaît, maman est fan et Nolan aussi. La C'est Dream cool Team est alors. the best. On a Armel Brochet qui nous dit merci à Cathy pour son temps et Alexis pour ses 4 lives de qualité. Merci beaucoup. Avec des sportifs très intéressants à découvrir. Rendez-vous pour des nouveaux en 2021. On Eh ben, verra. c'est cool. J'espère Pourquoi qu'en pas? 2021, je n'aurai pas le temps de faire des lives parce qu'on ne sera plus confiné, qu'on sera sur les terrains. C'est Voilà, ça. c'est surtout ça, parce que je pense que tu connais ma patience déjà être sur une chaise pendant 1 heure pour un live. Mais tu commences à Mais gigoter quand même, hein. ouais, t'as vu là, c'est bon, stop, salut. Non, donc voilà, j'espère re-entendre un peu le ballon dribblé. Donc, J'espère pour toi et j'espère que les annonces que le ministre va faire jeudi, donc demain soir, vont aller dans le bon sens, même si j'ai un peu peur. Et surtout, l'annonce de mardi prochain va aller dans le sens d'une reprise sportive, même si le contexte actuel est plutôt, est plutôt défavorable, en tout cas, à un allègement du confinement. Et c'est ouais, dommage. j'espère aussi, exact. Aurélie qui nous dit merci pour tout, merci tout pour ton énergie et cet échange enrichissant, merci. Eh ben, merci à tout le monde en tout cas et merci Alexis d'avoir encore une fois mis en avant notre discipline et puis la carrière et de m'avoir refait vivre en pensée ces magnifiques moments. On essaiera d'organiser une petite venue sur Gap pour le stage de cet été pour que tu nous fasses découvrir la Voilà, discipline. si tu peux éviter la période hivernale, c'est parfait. Ouais, ouais, bah après, t'as mis les pneus hiver. Ouais, C'est ouais, enfin j'ai traversé Gap sous une tempête de neige la dernière fois et je m'abstiendrai. bon, ça va là. Moi, tu vois, c'est très simple. Quand il neige ici, donc déjà tout le monde se fout de moi. Mais par C'est contre, ça. j'appelle tout le monde, venez me chercher pour l'entraînement, venez me chercher pour mes cours. Donc voilà, mais ils connaissent pas tout ça, tu vois. Nous, voilà. Et non, on sait pas ça. Nous, quand il y a à peu près 3 mm, déjà les gens paniquent donc C'est ça, exactement. Cathy, merci beaucoup. merci Alexis, merci à toi. Et puis à bientôt. De toute façon, on se Ouais. recontacte. Et puis j'espère te voir un jour à Gap, sur un camp ou sur un autre Avec, terrain de basket. avec plaisir. Et si tu reviens sur Montélimar, n'hésite pas. Ça sera avec Il n'y a pas plaisir de aussi. problème pour une soirée. C'est ça. Merci Cathy et merci à tous de nous avoir suivis. Et merci pour vos questions. Salut! Au revoir. Ciao.